100% Bénin, bienvenue et merci de nous rejoindre le 31 octobre dernier. Elles ont eu à envahir les principales artères de la plupart des villes du Bénin. Des femmes béninoises réunies au sein du Creuset, femmes leaders engagées pour la paix. Pour la paix et rien que pour la paix, elles ont battu le macadam avec un chapelet de doléances dont la satisfaction pourrait, disait-elle, largement contribuer à la stabilité sociale. Plus d'un mois après, elles annoncent reprendre le bâton de pèlerin. Mais à quel dessein? L'initiative d'octobre serait-elle passée par perte et profit? Elles nous en diront ce qu'il y en a. Ce serait en tout cas, entre autres questions, qui auront à meubler ce numéro, mesdames, messieurs, de votre émission débat 100% Bénin. Thème au menu: incessant appel des femmes à la paix. Quelle plus-value à la cohésion nationale? En notre compagnie, pour cet instant débat, Garia Saka, porte-parole. Elle conduisait cette forte délégation de femmes leaders engagées pour la paix. Garia Saka, bonjour à vous. Bonjour, M. Yetonji. Et merci de répondre à notre invitation. Toujours un plaisir. Le plaisir est partagé. En face de vous, une autre brave femme, Françoise Soso Rolonou, c'est son nom. Elle est la présidente du comité de soutien des détenus et exilés politiques. Françoise Soso Rolonou, bonjour à vous, madame. Bonjour, monsieur le journaliste. Je reçois un ministre, c'est possible aussi. Merci de répondre à notre invitation. Alors, une autre dame pour nous accompagner, Miguel Hueto, c'est son nom, juriste, elle est spécialiste des droits humains. Miguel Hueto, bonjour à vous. Bonjour Joël, bonjour mesdames sur le plateau, bonjour à tous nos amis téléspectateurs. Je vous réponds à leur façon. Merci pour la disponibilité. Le temps passe très vite, 31 octobre, et déjà on est en décembre. Et ces femmes qui, à un moment donné où on ne le pensait pas possible, on peut prendre les rues avec la complicité ou l'aval des autorités, elles comptent reprendre leur bâton de pèlerin. Alors, la question que beaucoup se posent, et on va vous la poser, Madame Garia Saka, qu'est-ce qui vous fait courir en définitive? Merci beaucoup, M. Yetonji. Avant de commencer, je souhaite apporter une petite information. Elle est importante parce qu'elle permet de situer un peu les choses. Okay, aujourd'hui, l'organisation... la dernière fois, j'étais ici étant porte-voix des moments des femmes leaders engagées pour la paix et le pain dans le Bénin. Et entre-temps, les choses ont évolué. Les choses ayant évolué, on est aujourd'hui dans un creuset appelé les moments du Bénin. Donc en fait, c'est un creuset assez large et ouvert qui en réalité reçoit en son sein diverses associations de femmes, diverses personnes, en fait, toutes les femmes qui se sentent en réalité concernées par la paix, par la justice et la bonne gouvernance dans le pays, donc et politique également et économique. Donc nous restons ouverts. Aujourd'hui, c'est un creuset qui accueille toutes les associations. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons aujourd'hui avec nous Madame Mais dites, est-ce à dire que finalement, oui, ce regroupement de femmes est devenu politique? Parce que beaucoup le disaient, bien, vous étiez politique, vous avez dit non, que c'est des femmes qui portent la voix d'autres femmes, qui posent la cause de la société. Mais, entre-temps, vous êtes devenu politique? Mais c'est Yetonji, nous ne sommes pas politiques. Vous n'êtes pas politique? Nous ne sommes pas politiques, c'est un creuset apolitique qui a en son sein tous les moments de toutes les colorations politiques. Alors, qu'est-ce qui vous fait courir pour revenir à ma question? Ce qui nous fait courir, c'est que aujourd'hui, toutes les mamans sont inquiètes. Aujourd'hui encore? Aujourd'hui, nous sommes inquiètes. C'est vrai qu'après la marche, il y a eu des évolutions. On a remarqué quelques pas qui ont été posés par le chef de l'État. Je peux dire que les mamans ont poussé le chef de l'État. Elles ont réussi à le faire sortir aujourd'hui, à l'amener découvrir le pays qu'il a géré pendant bientôt 5 ans. C'est la première fois qu'il sort pour aller vers les communes, pour aller vers la population, même si on a eu l'impression que c'est plutôt comme vous appelez déjà, les grands électeurs qui s'est adressé pendant sa sortie. Et
c'est déjà ça, c'est pas mauvais en tant que tel, mais on aurait bien voulu qu'il se rapproche du peuple béninois, vraiment. Vous ne l'avez pas vu aux côtés du peuple? Aux côtés du peuple, non. On l'a vu aux côtés de ses grands électeurs. Il y a une grande différence. Mais bon, on fait avec, on ne peut pas faire autrement. C'est déjà un pas d'être allé vers les communes, c'est acquis. Le deuxième élément que nous avons remarqué, c'est qu'aujourd'hui, nos autorités, on a l'impression que la peur a plutôt changé de camp. Aujourd'hui, le peuple prend conscience du fait que le gouvernement lui a volé sa souveraineté. Ah bon? Oui, le gouvernement lui a volé sa souveraineté et le peuple ayant pris conscience de cela se bat aujourd'hui pour récupérer cette souveraineté, pour l'arracher auprès du chef de l'État et de ses députés. C'est important. Et l'autre observation qu'on a faite, c'est que au niveau de l'opposition, on a remarqué que le débat, le langage a changé. Le langage a changé et l'opposition hausse de plus en plus de ton. Et ça nous conforte parce que ça nous permet en fait de nous dire, et voilà, les choses reprennent. Elle était dormante, cette opposition? Elle était dormante parce que elle ne jouait pas réellement son rôle. Et aujourd'hui, en plus de ça, on les sent en train de s'unir, de se mettre ensemble, et ça leur portera, en fait, ça leur permettra d'être plus forts. Tout ça a un lien avec le pain et la paix que vous défendez? Tout ça a un lien parce que l'origine de tous nos problèmes aujourd'hui est politique en réalité. C'est ça. L'origine de tous nos problèmes aujourd'hui, c'est politique. Aujourd'hui, en fait, si on en est là, c'est parce que les hommes politiques se sont laissés corrompre en réalité. Ils n'ont pas su mettre leurs égos et leurs intérêts personnels de côté. Ils se battaient pas pour le peuple. Mais aujourd'hui, ils prennent conscience du fait que le combat doit se faire ensemble, parce que ce n'est qu'ensemble qu'ils seront plus forts. Le combat doit se faire ensemble, c'est qu'ensemble qu'ils seront plus forts. Alors, on se rappelle que l'un des appels que vous avez eu à lancer, c'est la question des élections inclusives. Quand vous avez suivi le chef de l'État confesser lui-même que les prochaines élections seront inclusives, quel est le sentiment qui vous a animé? Vous savez, avec notre chef d'État actuellement, on n'a vraiment pas confiance. On a l'impression que notre chef d'État, il triche avec le peuple. Jusqu'à présent? Il triche, le chef de l'État, il triche. Et vous savez, j'ai fait une recherche sur Google. Je suis allée chercher à savoir c'est quoi les conséquences d'une tricherie. Et je vous lis, je vais vous faire lecture de ce que j'ai trouvé. La tricherie affecte aussi votre personnalité. Ça vous rendra plus sournois et malhonnête. Ces caractéristiques feront des gens autour de vous. C'est dit qu'aujourd'hui, on a l'impression que tout ce qui est écrit là, sur ce bout de papier, c'est le chef de l'État. Ah bon? Il nous promet des choses, mais il ne les fait jamais, il ne les réalise jamais. Non. Bessie, s'il vous plaît. Le chef de l'État, on peut dire c'est notre époux, c'est notre frère, c'est notre fils. Et quand je prends Mémé et Latifat, le chef de l'État est son fils. Donc je dis aujourd'hui, on dit les choses telles qu'on le ressent, on dit les choses telles qu'elles se présentent à nous. Le chef de l'État, il triche avec le peuple et ce n'est pas bien. 65% de la population lui ont fait confiance. Et quand aujourd'hui, aucun Béninois ne fait confiance à la parole du chef. Non, et là, c'est pas juste. Il faut un peu de retenue. S'il vous plaît. C'est le chef, par exemple, qui a promis Madame Garia Saka le récipicé au parti politique, les démocrates. Aujourd'hui, c'est chose faite. Vous savez, cette histoire de récipicé, c'est parce qu'il sait aujourd'hui qu'en réalité, on n'a plus besoin du récipicé pour aller aux élections. Qui sait ça? Le chef de l'État. Ah bon? On n'a pas besoin de récipicé aujourd'hui pour aller aux élections. Il le fait juste pour blaguer le monde. Non, mais vous savez très bien que la question de la légalité se pose toujours. Vous avez entendu, les démocrates eux-mêmes ont dit, à moins qu'ils se trompent, ils ont dit officiellement, il y a l'un des leurs qui a ouvertement dit sur ce plateau que sans ce récipicé, ils ne pouvaient pas mener leurs activités comme cela se doit. Et ils ont mené, on a suivi ici. Ils ont installé leur bureau. De toute façon, je ne suis pas là pour parler des démocrates, mais je sais qu'ils ont installé leur bureau dans les communes. Ils n'ont pas attendu le récépissé pour le faire. Et aujourd'hui,
la Cour africaine des droits de l'homme. On reviendra sur cette question. Donc, c'est pour dire en réalité qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment besoin du récépissé pour avancer dans cette lutte-là. D'accord? Nous, les mamans, nous avons, comme vous l'avez dit en début d'émission, nous avons pris notre bâton de pèlerin pour dire que pour aller en réalité vers les chancelleries, vers les institutions de l'État, les institutions internationales, pour leur dire que nous sommes inquiètes. Nous sommes toujours inquiètes de la situation. Toujours inquiètes, c'est ce qui a étonné aussi, parce que au registre de vos doléances, comme je le rappelais tout à l'heure, certains évoquent une certaine ouverture du chef de l'État. Et c'est ce qui étonne de vous voir prendre encore de bâtons de pèlerin. On reviendra sur certains autres aspects de votre cahier, retenu au niveau de votre cahier de doléances. Oui, Madame Khlonou, sur ce plateau, vous avez, avec toutes ces mamans, parlé de la situation des détenus. La question a été posée aussi au chef de l'État. Il a apporté des éléments de réponse. Et lorsque vous avez suivi le chef de l'État, c'est avec un cœur beaucoup plus apaisé, rassuré quant à l'avenir. Quel a été le sentiment qui vous a animé? Merci, Monsieur Yetonji. Avant d'aborder votre préoccupation, je m'avais relevé quelque chose que ma collègue a dit tout à l'heure concernant la corruption des hommes politiques. J'ai cru entendre dans son intervention que tous les hommes politiques se sont laissés corrompre au Bénin. Aujourd'hui, c'est faux. Il y a une nuance à apporter. Laquelle? Tous les hommes politiques ne se sont pas laissés corrompre. Je jure la main sur le cœur sur les hommes, que les hommes politiques, en l'occurrence les hommes du Parti communiste du Bénin, ne se sont pas laissés corrompre et ne se laisseront jamais corrompre par n'importe quel gouvernement de notre pays. C'est ça. Je le sais, je sais de quoi je parle. Sérieusement? Ils sont beaucoup plus proches de la population. Ils ne se laisseront jamais corrompre. Et c'est d'ailleurs leur péché. Vous ne voyez pas comment on les traite dans ce pays, mais ils sont restés égaux. Ils sont restés égaux à eux-mêmes. Ils sont restés égaux, à eux-mêmes. Ils ne se laisseront jamais corrompre. Donc c'est pour dire que Madame Garia peut-être n'a pas eu cette information. C'est vrai, la majorité s'est laissée corrompre. Et ils font les frais aujourd'hui, malheureusement. Mais cette catégorie, les hommes, le Parti communiste, ces hommes ne se sont jamais laissés corrompre et ne le seront jamais. C'est ça. Ceci dit, pour revenir à votre préoccupation, oui, j'ai écouté la réponse apportée par le premier magistrat lors de sa tournée, mais j'ai toujours le cœur aigri. Il ne m'a pas du tout apaisé. Au total, ce qui se passe dans les prisons nous interpelle tous, Monsieur Yetonji. Vous savez, à l'heure où je vous parle, il y a un détenu politique du nom de Monsieur Aounon Célestin, dont la santé s'est complètement dégradée. Le moindre qu'on puisse dire, ce malade, si on n'y prend pas garde, il risque de perdre la vie. Les autorités sont à l'écoute. Les autorités sont à l'écoute. Et c'est sur sa propre demande qu'on l'a déplacé de la prison de Misrété pour la prison de Cotonou. Ne serait-ce que pour avoir accès aux soins à l'hôpital, au CNH. Déjà une ouverture. Déjà une ouverture, voilà. Mais ça ne règle pas le problème. Il faut que les autorités compétentes, en l'occurrence le ministre de la Justice, prennent ce dossier à bras le corps pour procéder à son évacuation. Voilà. Non, je vais vous lire. De la généralité, parce que c'est tout un package que vous avez fait en termes de doléances. Et le chef de l'État, en tout cas, s'est prononcé. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut pas parler en termes d'ouverture, sérieusement? Sérieusement, monsieur le journaliste, je ne peux pas parler en termes d'ouverture. Je connais mon président. Okay. Je fais partie de ceux-là qui l'ont fait venir. J'ai fait la campagne sous monsieur Laurent Métoyon à 0 francs. Ou du moins avec nos maigres ressources. Pour le compte du président de la République. C'est ça. Mais il est arrivé. Tout ce qu'on lui demande. Je l'ai félicité quand j'ai appris qu'il a entrepris cette tournée. Mais je suis restée sur ma faim.
Avant d'aller... La tournée n'est pas complètement terminée. Non. Mais pour les premiers signaux envoyés, allez-y. Pour les premiers signaux, il faut qu'il aille dans les prisons. Parce qu'il y a de l'injustice criarde qui s'observe dans les prisons. Il faut qu'il fasse un tour là-bas. Il faut qu'il fasse une tournée là-bas. Tout au plus, il faut qu'il aille à la prise d'une ordonnance pour libérer les détenus politiques, pour faire venir les exilés politiques dans le pays. Et c'est en cela qu'on va lui donner la bonne foi. Mais sans ça là, le problème est criard aujourd'hui. Un autre détenu, est-ce qu'il est détenu? Est-ce qu'on l'a séquestré? Je ne saurais vous le dire. Combeti Ferdinand. Je me suis déplacée personnellement pour aller à Misrete. On m'a dit là-bas qu'il n'est pas là. On s'est rendu à l'agence pénitentiaire. Le directeur nous a dit qu'il a appris qu'on a déplacé un groupe de prisonniers de Misrete vers Lokossa. Est-ce que Combeti fait partie de ce groupe? Il ne saurait nous le dire. Vous n'avez pas fait un tour vers Lokossa? Je ne suis pas partie. Attendez. Pas encore, okay. Avant-hier seulement, sa femme s'est déplacée pour aller à Lokossa avec son bébé de 2 ans au dos. Arrivé là-bas, il n'a pas pu voir son mari. Mais est-ce qu'elle a eu au moins la preuve d'une vie de Combeti? Justement, il n'a pas eu la preuve de cette vie. Elle a commencé à pleurer. Les gens lui ont dit, on ne peut pas lui montrer son mari. Mettez-le à distance. Ne serait-ce que pour me voir, je vais lui agiter la main. Ils ont refusé. Ah, donc ça suffit tout au moins qu'il est là. Vous ne pouvez pas le dire, monsieur le journaliste. Okay. Vous ne pouvez pas le dire. Il n'y a pas de certitude. Il n'y a pas du tout de certitude. La pauvre dame a dit qu'elle a amené de l'eau à son mari, du jus à son mari. Ils ont refusé de lui prendre ni l'eau, ni le jus. Elle dit, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Depuis que vous l'avez arrêté 10 mois déjà, je n'ai pas eu droit à la visite, à voir mon mari. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il vit? Prouvez-moi effectivement qu'il vit. Ce qu'on a pu lui dire, si vous avez de l'argent, déposé. Et c'est ce qu'elle a fait. Contre décharge, elle lui a déposé les 20 000 sans voir le mari depuis Nati Tengu jusqu'à Lokossa. Et qu'est-ce que vous voulez que je dise, monsieur le journaliste? Le chef de l'État est à l'écoute. Il vous apportera certainement des éléments de réponse. Je le souhaite vivement. Oui, en tout cas, ce n'est pas pour rien. Madame Garcia Garia a dit tout à l'heure qu'elle ne s'y attendait pas. Le chef de l'État est sorti. Peut-être des surprises en perspective. Alors, Miguel Hueto, vous suivez tout ce sujet, les femmes comme vous qui ont décidé désormais de laisser leur activité pour que la paix et le pain soient rendez-vous. Il paraît que c'est ce qui manque. Mais lorsqu'on suit le chef de l'État avec la tournée entamée, la première phase terminée, est-ce qu'elles ont encore de raisons de s'inquiéter aujourd'hui? Merci Joël, merci à nos 2 dames sur le plateau. Je crois fermement que aujourd'hui, bien qu'on n'ait plus entendu de crépitement d'armes, il y a toujours des raisons de s'inquiéter. Et en tant que femme, c'est un devoir de travailler à renforcer la paix qui pour nous est encore précaire dans le pays. Vous savez, les Béninois et Béninoises ont été marqués par les événements des 1er et 2 mai, je veux dire la crise pré-électorale, celle qu'on a connue pendant le processus électoral et celle qu'on a connue et qui court jusqu'à maintenant, après les élections, qu'elles soient législatives et qu'elles soient communales. Nous avons pour la première fois perdu des vies. Nous avons pour la première fois connu des orphelins. Nous avons pour la première fois connu des personnes décédées, mais qui sont restées à la morgue pendant des mois et qui n'ont été inhumées qu'il y a quelques jours ou quelques semaines. Quand on se réfère à l'atmosphère dans le pays, je crois qu'on est à même de s'inquiéter. Et je voudrais mettre l'accent sur le fait que la paix, ce n'est pas que l'absence de guerre. L'insécurité aujourd'hui, qu'on le veuille, si on fait une observation pointue, commence à être grandissante dans le pays. Prenez l'exemple de la commune de Nati Tengu qui, depuis quelques mois, connaît une insécurité, mais vraiment très galopante. Pour ne citer que cet exemple, il y a d'autres villes, d'autres communes du pays qui sont sous le même régime d'insécurité.
Et quand on observe tout ceci, et qu'on observe également que l'élection présidentielle, qui doit nous permettre de procéder à l'alternance au sommet de l'État, avance à très grands pas, on a davantage de raisons de s'inquiéter. À cela, il faut qu'on ajoute la pandémie du coronavirus, qui est venue d'une certaine manière aussi bouleverser les habitudes et quelque part agir négativement sur le train de vie ou la manière de vivre des uns et des autres. Il est vrai que le gouvernement du Bénin fait des efforts. Il y a quelques semaines, on a pu constater que des transferts d'argent ont été effectués sur des comptes à travers le pays à un certain nombre de nos populations, de nos compatriotes dits vulnérables. Mais cela est-il suffisant? Vous savez, les sources de conflits ou les faits qui peuvent remettre en cause la paix, la stabilité, la quiétude dans un État, ce n'est pas que les tensions politiques, c'est le quotidien des uns et des autres, c'est le panier de la ménagère qui n'est toujours pas rempli. C'est ces nombreux époux, frères qui se sont retrouvés au chômage depuis 2016 à ce jour, ce sont ces enseignants qui, pour une raison ou pour une autre, se sont vus mis hors du système éducatif. Ce sont ces parents qui n'arrivent pas à subvenir aux besoins de leurs enfants. Si tout ça est mis ensemble et qu'on n'arrive pas à trouver une solution, vraiment celle qui convienne à tout le monde, je crois que nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Et c'est heureux de constater que les femmes... On n'est pas sortis de l'auberge, mais il y a de la... Plus de la faisant, plus de... qui... Oui, je disais qu'il y a de la volonté, c'est ce qu'on peut lire à travers l'intervention de Miguel Cueto. Il y a des signaux, mais il va falloir en faire plus. Alors, lorsque on parle du panier de la ménagère, un élément important pour venir renforcer les acquis pour aller vers une paix durable, il y a aujourd'hui des recrutements, même si ce n'est pas à grande échelle, qui sont lancés. Et quand on prend ça, ajouté à l'engagement du chef de l'État, et en plus à sa main tendue pour une paix qui commencera par l'ex-président Thomas Bouniaï, ces éléments mis ensemble par rapport à ce que certains, en utilisant des thèmes épidémiologiques, et si on est en santé, on a parlé de pic pour parler de la tension pendant les législatives. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'on a dépassé la période de pic pour parler de tension aujourd'hui au Bénin? Merci, Monsieur Yetongi. Je voudrais, avant de venir sur avant de revenir sur votre question, et revenir un peu sur les propos de ma sœur, Madame Colono, pour dire ceci. En réalité, quand je parlais des politiciens qui se sont laissés corrompre, j'avoue que ce n'est pas eux tous, c'est pas tous les politiciens, d'accord? On est bien d'accord là-dessus. Et quand on regarde, d'accord, on se rend compte qu'en réalité, ceux qui aujourd'hui se retrouvent en exil, ceux qui aujourd'hui se retrouvent dans les prisons, c'est ceux-là qui en réalité sont restés droits dans leur botte. Ah bon? Oui. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Vous avez mené des investigations? Très sûr de ce que je dis. C'est très important de le souligner. Et par rapport à ça, je profite pour dire ceci. Le chef de l'État souhaite être porté en triomphe. Je pense qu'avec ce qu'il fait là, il risque de sortir par la petite fenêtre là. Et ce sont eux, les exilés, ce sont eux, nos prisonniers, que nous, population, nous, nous, maires de ce pays, on va porter en triomphe. Parce qu'eux, ils le méritent. Parce qu'eux, ils sont restés droits dans leurs bottes. C'est parce qu'il y en a là parmi les détenus qui sont malades, qui sont restés droits. Ils n'ont pas fléchi. Il y en a là qui, on ne leur reproche rien. Il y en a qui se retrouvent en prison. On ne sait même pas les raisons pour lesquelles ils sont retenus. Et pour ces personnes-là, oui. Et pour ces personnes-là, nous allons les porter en triomphe. Eux, ils méritent qu'on les porte en triomphe. Donc, c'était important pour moi de préciser cela. Et je rebondis sur votre question en disant ceci. Lorsque vous me parlez de recrutement, vous pouvez me donner un chiffre exact? Vous avez vu là le concours qui a été lancé pour 100 les auditeurs, 100 personnes. Ils sont combien sur la liste?
plus de 1000 personnes qui ont candidaté. Et quand on me parle de recrutement, combien sont recrutés pour combien licenciés? Vous savez le nombre de personnes qui ont été licenciées dans ce pays? Moi, j'en connais, là, je le disais la dernière fois ici, père et mère qui se retrouvent aujourd'hui au chômage. On veut nous parler de quoi? Le président, le gouvernement, il fait semblant de... Non, il faut que ça s'arrête. Et aujourd'hui, le gouvernement seul ne peut pas être pourvoyeur d'emploi dans ce pays. Le privé, le gouvernement doit accompagner le privé parce que le privé consomme plus de personnes, de main-d'œuvre que le public. On fait quoi pour accompagner le privé? On fait quoi? Parce qu'on n'en fait pas suffisamment. Vous savez le nombre d'entreprises qui ferment là? Avant 2016, dites-moi, les banques, elles ouvraient des agences dans ce pays. On en voyait là, elles ouvraient des agences. Aujourd'hui, vous savez combien d'agences ont été fermées? Sont combien? Non, mais s'il y a des chiffres, partagez ça avec nous. Peut-être avec des données, les autorités toucheront plus de doigts ce que toutes les banques sont touchées par cette, par cette crise-là. Toutes les banques, quand je prends, je peux les citer. Non, merci de garder les noms. On va évoluer. Alors, vous avez parlé de la question de la présidentielle qui cristallisera l'attention, qui risque d'en ajouter à la situation du panier de la ménagère qui ne s'est pas améliorée. Vous avez demandé à ce qu'on mette de côté le parrainage. Alors, lorsqu'on suit le chef de l'État sur le terrain qui dit « Nous travaillerons à ce que tous ces potentiels candidats puissent avoir de parrain ». Est-ce que le problème n'est pas réglé? C'est qui le parrain qui veut parrainer un candidat? Le député là pour qui Madame Feu Prudence a été tuée? Un député avec les mains remplies de sang? On n'en veut pas. On n'en veut pas. Et nous avons dépassé cette étape-là de parrainage. Vous êtes à quelle étape? Non, ce que nous voulons aujourd'hui. Oui. Et nous l'exigeons au chef de l'État. Ce n'est plus une demande. Nous l'exigeons au chef de l'État. C'est de revenir sur la loi du 11 décembre 1990. La Constitution. La Constitution, pardon, du 11 décembre 1990. Non, mais les mamans ont l'habitude d'être réalistes. Alors, je vais vous demander, quand vous demandez à ce qu'on revienne sur la Constitution de 90, vous prenez en compte tous les éléments qui peuvent y concourir ou non? Oui, bien sûr. Il suffit d'organiser une conférence nationale bis. Et ça peut se faire avant les élections. Ça peut se faire avant les élections. Et nous avons sollicité la grande démocratie américaine afin qu'elle fasse de l'ingérence humanitaire. Parce que le jour où ça va dégénérer là, il n'y aura pas d'issue. Hein. Nous tous, on est impliqués dans cette histoire-là. Et personne n'en sortira gagnant. C'est important là. Il n'y a pas de mouvance. Quand il y a une guerre dans un pays, il n'y a pas de mouvance, il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas de mer jaune, mer rouge. Hein. Nous, toutes mères, là, nous les mamans, non, nous subissons toutes les mêmes choses, les mêmes conséquences. Madame Rolonon, est-ce que la situation est telle qu'il faut franchement aller taper à la porte aujourd'hui d'ambassades, de consulats et autres pour demander une intervention lorsque le chef de l'État lui-même, en premier lieu, parle de pardon, parle de réconciliation? Merci, Monsieur Yetandi. Vous avez si bien dit, le chef de l'État lui-même parle de réconciliation et de pardon. Oui. Je l'ai eu à dire le 15 décembre dernier. Lorsqu'il parle de réconciliation, de pardon, moi je l'ai félicité. Mais il y a des préalables avant de parler de réconciliation et de pardon. S'il tient à réinstaurer la paix dans le pays. Mais il ne peut pas se lever tout de go, faire organiser une tournée de cette ampleur pour dire « Je veux me réconcilier avec ma population. Je vous demande pardon. » Sur quelle base? Les gens sont blessés du plus tréfonds de leur cœur. Et vous vous présentez pour dire « Je veux me réconcilier avec vous ». Non. Il lui fallut faire quoi? Il lui fallut d'abord faire le bilan de tout ce qui s'est passé. D'aller à la prise d'une ordonnance d'admission de portée générale pour libérer les détenus politiques, faire revenir les prisonniers et d'aller à cette assise nationale
pour qu'ensemble, tous les fils de ce pays-là se réunissent autour d'une même table pour dire ce qu'il a fait de mauvais. Pour que ceux-là qui ont été commis à ces crimes soient présentés au peuple, soient châtiés et que les parents qui souffrent dans leur chair soient dédommagés. Ce n'est qu'après tout ça là maintenant que mon chef de l'État viendra dire réconciliation. Je vais dire oui, on ne veut pas la mort du pécheur. Il faut que le pécheur vienne se repentir, pardon. Mais sans ça là, mais réconciliation, pardon, moi je n'y crois pas. Je l'ai dit et je continue de le dire. Mais le 11 décembre dernier, ça fait 30 ans que notre loi, la Constitution, a existé. Mais pourquoi on se réfère toujours à cette Constitution? Tout à fait. Parce qu'on sait qu'il y a une nouvelle. Pour vous. Bon, non, mais les députés ont voté une nouvelle Constitution en novembre 2019. Ça, vous le savez. Ça n'engage que ceux qui ont voté. Ça ne vous engage pas en tant que citoyen? Pas du tout, parce qu'il faut un consensus pour aller à une constitution d'un pays. Vous ne savez pas ce que... Je ne vous apprends rien, je ne vais pas vous faire cette injure. Monsieur le journaliste, vous savez ce que vous dites. Mais vous savez aussi ce que les autorités pensent du consensus. C'est au nom du consensus. Est-ce qu'il y a eu consensus? Il paraît que le Bénin... Est-ce qu'il y a eu consensus? A connu de rétropédalage sur plusieurs plans. Tout le temps, il faut écouter tout le monde et finalement... Non. De Malheureusement, mon président n'écoute pas tout le monde. Monsieur le journaliste, vous ne pouvez pas nous dire ça là quand même. Non, mais les politiques l'ont dit, les autorités l'ont dit. Moi, je rapporte... Les autorités ont dit que... Je rapporte ce qui est dit. Vous savez ce que le consensus est devenu au Bénin. Ça a retardé. Donc, c'est parce qu'il y a consensus que mon chef de l'État, ni l'existence des partis politiques qui l'ont amené, qui l'ont fait porter à la marina, c'est parce qu'il y a consensus, monsieur le journaliste. Pour lui, aujourd'hui, il y a 14 partis politiques. C'est faux. Nous sommes dans le multipluralisme dans le pays. Non, il y a plus de 100 partis politiques. Non, c'est ça que je vous dis, monsieur le journaliste. Il n'y a pas la paix dans le pays. Et celui qui se tait, il a un silence coupable qui va se retourner contre lui. Oui. Parce que l'épée de Damoclès qui plane là, ma collègue vient de le dire. Lorsque ça va péter, on ne te dira pas tu es journaliste, tu es opposant, tu es mouvancier. Hein? Ça va embraser tout le monde. C'est ce que nous ne voulons pas. Et nous avons commencé à tirer sur la sonnette d'alarme. On veut prendre toutes les institutions à témoin. Nous étions partis à l'ambassade. C'est important. C'est important. Vous n'avez pas pris surtout, oui, vous l'avez dit tout à l'heure, vous voulez toujours des préalables. Mais est-ce que l'on ne peut pas en discuter directement avec le chef de l'État qui a tendu la main lorsqu'il parle? Mais c'est pas comme ça qu'il faut tendre la main. Mais nous, on lui a tendu la main. Il faut qu'il arrête. Il est notre président. Il est le premier magistrat de ce pays. Et c'est nous qui avons ce langage contraire au langage que peut-être il souhaite là. Qu'il est mort, hein? Autre son de cloche l'enlise. Je suis sincère avec ce que je vous dis, monsieur le journaliste. C'est nous qui l'aidons. Il faut qu'il fasse, qu'il ait une oreille attentive à nos propos. Parce que à l'allure où il fonce là, c'est dangereux pour lui et pour le peuple. Mais nous ne pouvons pas lui laisser la main libre pour aller là où il va. Je suis d'accord pour la réconciliation. Je suis d'accord pour le pardon. Mais absolument, il faut réaliser les préalables là. Notre loi, la Constitution du Bénin du 11 décembre là, doit revenir. Oui. Et c'est à partir de cette Constitution-là que nous irons aux élections présidentielles. Autre son de cloche, vous allez voir, et c'est ce que nous ne souhaitons pas. Parler de réconciliation pour rassurer la population, c'est faux, hein? Allez les écouter. Allez à Tchoumi écouter le peuple qui est là-bas. Il va vous dire, le président a dit réconciliation. Nous ne sommes pas dans cette réconciliation-là. Il est venu dire pardon. Ça n'engage que lui. Vous avez fait déjà un travail bien sûr, bien sûr. Vous n'avez pas vu la pauvre dame qui a mis son bébé de 2 ans au dos pour quitter Nati Tenkou pour Lokossa et n'a pas pu voir son mari. Quelle charge on soulève contre ce Combéti-là. Mais on ne nous dit rien. Un cadre des affaires étrangères. Jusque-là, on ne sait pas là où il est caché. Et vous voulez qu'il y ait la paix dans ce pays-là? Nous nous battons pour la paix. Mais c'est ces problèmes-là qui empêchent la paix. Donc, de ce point de vue, monsieur le journaliste, il faut que
président de la République ramène la balle à terre. S'il tient effectivement et sincèrement à la paix, à la réconciliation, il faut qu'il commence à réaliser ces préalables. Alors, Miguel Ruito, est-ce que de la position du juriste, ces préalables peuvent tenir dans le temps et permettre à tout le monde de pouvoir, une fois encore, regarder dans la bonne direction? Ah oui, on nous dit qu'on va devoir poursuivre, oui. Quand vous parlez de sollicitation des institutions, est-ce qu'il ne faut pas craindre, Madame Saka, que l'autorité soit finalement braquée? L'autorité ne peut pas se braquer. Et avant de continuer, je voudrais dire ceci, vous poser une question. La Constitution du 11 décembre 1990, elle a été initiée par les députés? Non. Elle n'a pas été en son temps initiée par les députés. Elle a été, comment on appelle La conférence. Oui, la conférence, je veux dire. Mais la loi qui est sortie, ce n'est pas les députés seuls qui l'ont constituée, initiée. Donc c'est le peuple, c'est sorti d'un consensus. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de laisser 83 personnes se laisser. En fait, c'est un cadeau qu'ils font à leurs copains. Et ça, nous ne l'acceptons pas. Nous refusons. Il faut dire que dans la foulée, il y a une décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui continue aussi de diviser la classe politique. Et vous voyez les intellectuels qui tirent le drap, chacun, en tout cas, de son côté. Dans cette ambiance-là, est-ce que vous ne craignez pas de ne pas être entendu? Craindre de ne pas être entendu, nous sommes confortés plutôt dans notre combat. Puisque, en fait, le combat, il est le même aujourd'hui. Ce que nous disons, c'est quoi? C'est la même chose que la Cour a dite. Donc, nous avançons et nous sommes confortés. Parce que nous sommes confortés, nous disons ceci. Et c'est pour ça que nous disons au chef de l'État aujourd'hui que nous ne demandons plus. Nous exigeons parce que nous, les mamans, on a poussé les dents aujourd'hui. On se sent plus forte. Avec ces décisions? Avec ces décisions. Vous voyez les réactions que ça suscite? Ça ne vous fait pas peur? Et pourquoi ça devrait nous faire peur? Ce que nous voulons, c'est revenir à la Constitution du 11 décembre. Constitution de 11 décembre 90, oui, le débat reste d'actualité, Madame Rolonou. Les intellectuels qui peuvent aider à voir clair au travers de cette décision ne parlent pas le même langage. Il y en a qui pensent que la Cour est aux ordres, d'autres pensent, oui, qu'il est dans le droit chemin. Vous ne vous sentez pas perdu dans ce débat-là? Perdu? Pas du tout, monsieur le journaliste. Ah bon? Et je vous retourne la question. Vous sentez que... Vous pensez que la Cour n'a pas dit le droit là? La Cour africaine des droits de l'homme, elle n'a pas dit le droit. Non, répondez à ma question, s'il vous plaît. Bon, malheureusement, on en parle après l'émission. Si, c'est moi qui pose les questions. Je vous comprends. Vous voyez, les questions peuvent tomber sur moi. C'est vrai, voilà. je vous comprends. Mais moi, je crois, à mon fort intérieur, que la Cour a dit le droit. Et tout le monde doit se plier à la décision de la Cour si nous voulons que notre pays ne bascule pas. C'est notre vœu le plus cher. La Cour a dit le droit et nul n'est au-dessus de la droit. Nul n'est au-dessus du droit. Lorsque la Cour a dit le droit, c'est pour apaiser les Béninois que nous sommes. Parce qu'il y a bon nombre de Béninois qui se taisent, abattus par la peur qui plane sur leur tête aujourd'hui. Et lorsque la Cour a dit le droit, on commençait à se réjouir. Si le Bénin tient à la paix, si le premier magistrat tient effectivement à la paix, je peux continuer. Si le premier magistrat tient à la paix dans ce pays, il faut absolument qu'il considère le droit qui a été dit par la Cour africaine des droits de l'homme et qu'il recule. Avant les élections prochaines, il faut qu'il mette fin à tout ce qu'il a enclenché là. Qu'il ramène la Constitution du 11 décembre 1990. C'est cette Constitution qu'il a fait venir. Mais pourquoi, nuitamment, on va nous balancer une soi-disant Constitution qui n'a pas reçu le consensus de tout un peuple? Il n'y a pas que nous sommes qui le disons. Plein de Béninois le disent. Ils ne se reconnaissent pas à travers cette Constitution-là.
parce qu'il n'y a pas eu consensus. C'est le problème, disons les choses telles qu'elles sont. Et c'est ça qui va nous épargner du pire. Donc, si le président tient à sa réconciliation, s'il tient à la paix, il faut qu'il nous réalise ses préalables. Il a encore du temps. Ce n'est que la volonté politique qui lui manque. Il est à l'écoute. On espère qu'on aura d'autres surprises dans les jours à venir. Pourquoi pas? On le souhaite. De vous, on apprend que vous envisagez aussi faire un tour au palais de la République. Comment ça va se passer? C'est la dernière étape ou c'est quoi l'action à attendre de vous dans les tout prochains jours? Dans les tout prochains jours... Et vous allez conclure. D'accord. C'est vrai que les mamans étaient déjà allées en septembre dernier au palais, à l'Assemblée nationale, et 3 fois de suite. Et elles n'ont pas été reçues par le président de l'Assemblée. Mais nous allons continuer à insister parce qu'il faut qu'on leur parle en réalité. C'est important. Vous voulez parler à qui? Aux députés, c'est ça? Aux députés. C'est important de leur faire savoir que ça ne va pas et qu'ils ont intérêt à prendre leurs responsabilités. Nous avons également prévu de rencontrer les partis politiques, tous les partis politiques, que ce soit ceux reconnus par la loi de Patrice Talon. C'est comme ça que vous l'appelez? Oui, bien sûr. Que ce soit ceux reconnus par la loi de Patrice Talon ou ceux qui existèrent bien avant 2016, nous allons tous les rencontrer. On va faire l'effort de les rencontrer pour leur parler. Et je voudrais insister sur un élément. Le président Patrice Talon a dit un jour dans ce pays qu'un État qui ne respecte pas, je cite, un État qui ne respecte pas une décision de justice est un État voyou. Je ferme la parenthèse, fin de citation. Le président Patrice Talon n'a pas dit un gouvernement qui ne respecte pas. Il a parlé d'un État. C'est dit que quoi? Il prend en réalité ce peuple-là, ce peuple souverain dans son entièreté. Et nous, on ne veut pas qu'il ternisse notre image, parce que c'est de nous qu'il s'agit ici. Et si le président Patrice Talon, puisque en réalité, c'est le gouvernement qui, pour la plupart du temps, prend des décisions au nom du peuple. Mais ici, nous avons la possibilité de prendre nos responsabilités nous-mêmes en tant que peuple. Si le président Patrice Talon ne veut pas prendre ses responsabilités, nous, en tant que peuple, nous les prendrons et nous lui démontrons qu'en réalité, notre souveraineté, nous allons l'arracher et nous sommes dans cette logique-là de l'arracher de chez lui parce qu'il nous a volé notre souveraineté et nous allons l'arracher. Merci beaucoup. Merci à vous. Et Madame Colonon, si vous devez conclure par un appel solennel, pourquoi pas? Oui, merci monsieur le journaliste. En termes d'appel solennel, je voudrais que mon président ramène la balle à terre, qu'il commence à réaliser les préalables qu'on a cités plus haut, en allant à la prise d'une ordonnance d'amnistie de portée générale pour libérer les détenus politiques, pour faire revenir tous les exilés politiques, pour reconnaître l'existence de tous les partis politiques avant son avènement. Ensuite, qu'il autorise l'évacuation dans l'immédiat du malade à Ounou, Célestin, parce que son état de santé au 27 mars 2020 notifie l'ablation de la thyroïde. Non, on va pas aller dans les détails. C'est entendu. Donc, la conclusion, aller voir, oui. La conclusion pour ce malade-là, il est malade, c'est un malade très vulnérable. Oui, ce que je souhaite, généralement, je demande au chef de l'État d'autoriser son évacuation dans l'immédiat. Sinon, il risque... Non, je n'ai pas fini, sinon il risque de perdre la vie. Non, ensuite, qu'on nous sorte le détenu politique, je le dis, si c'est une séquestration, on n'a qu'à nous le dire. On ne sait pas là où se trouve Combeti aujourd'hui. Vos appels sont entendus. Merci à vous, Madame Colonon. Merci également à vous, Madame Saka-Garia. Toutes nos gratitudes aussi à Madame Biguel Ruto qui n'a pas pu rester avec nous jusqu'à la fin. On fausse compagnie sur ces citations de Ménandre. Il n'est rien dont ne vienne à bout le travail joint à la persévérance. Prenez soin de vous, bonne méditation chez vous et à très bientôt pour notre plateau. Merci, monsieur le journaliste.